Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et Gaël Deharo, docteur en droit privé. Oui, tout à fait. Bonjour Olivier. Bonjour Gaël, je suis ravi de te recevoir pour parler du harcèlement moral. Alors, on a eu l'occasion déjà de discuter de ce sujet ensemble il y a longtemps. On en discute dans un nouveau format qui s'appelle Développer Humanité. Avant de commencer, on va te présenter un petit peu, puisque j'ai ton CV sous les yeux. Donc, je sais que tu es docteur en droit privé, je l'ai déjà dit. Tu es diplômé de la Sorbonne, Paris 1. Avant ça, tu as fait des études, bien sûr. Tu as fait un mémoire, tu as fait une thèse. Ta thèse portait non pas du tout sur des questions de management, puisque tu as travaillé sur la question de la vérité scientifique et de la vérité judiciaire en droit privé. Juridique. J'ai dit quoi? Judiciaire. Judiciaire. Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit j'ai privé. écrit ça Eh oui, alors je me suis trompée, il faut que je réécrive. le CV était erroné. Alors en fait, c'est un entretien. On vérifie tes titres, tes compétences et tes références. On va appeler deux amis pour voir si tout est correct. Donc voilà, à corriger. Ça n'empêche que tu es bien docteur. Tu es enseignante à l'ESCE depuis 2010. On est arrivé à peu près en même temps. Tout à fait en même temps. Tout à fait en même le temps. même jour. Je pense qu'on a été présentés le même jour. Oui, Voilà. c'est possible. Donc tu enseignes les matières du droit et tu chapeautes tout ce qui est le pôle droit au sein de l'ESCE. Tu fais de la recherche, puisque c'est ça aussi le titre de docteur, c'est de se diriger vers de la recherche. Tu travailles sur des questions juridiques au départ et tu as réorienté ta recherche au fur et à mesure, forcément là où tu travailles, vers des questions de management. C'est bien ça? Je ne fais pas d'erreur? Non, encore. pas du tout. Donc tu croises ces deux domaines. Oui. Tu travailles à la fois avec des gestionnaires, puisque quand on publie parfois avec des co-auteurs qui sont soit de la même discipline, soit d'autres. Donc toi, tu travailles avec des gestionnaires. Je pense par exemple à Nicolas Point. Non, Sébastien Point. Et je t'ai dit tout à l'heure, je ferai une erreur en disant Nicolas Poirier. Et voilà, Sébastien Point. Donc lui est gestionnaire, là je fais pas erreur. Non, tu fais pas d'erreur. Il est à Strasbourg, c'est ça? Oui, à Ouais. l'EM Strasbourg. Très bien. Et avec d'autres juristes. Oui. Je pense par exemple à Alan Madana Moutou, Oui. qui est enseignante où? À l'EDC. Voilà. Donc l'un des axes de recherche... L'un des axes de recherche principaux sur lesquels tu travailles, ils m'ont perturbé un peu, je les voyais s'agiter, c'est les questions des stratégies juridiques des entreprises. Donc le management agile, on parlait aussi par exemple la question du désir d'enfant, comment ça va se traduire au niveau des stratégies entrepreneuriales. C'est un de tes axes de recherche qui m'intéresse, mais pas aujourd'hui, puisque j'aime bien travailler sur la question de l'argent, et si on doit parler de l'argent et de la marchandisation des corps, du marché de la reproduction, ça sera passionnant de t'avoir puisque tu as écrit de nombreux articles sur ce sujet et tu continues. Oui. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on va discuter d'un autre sujet et d'un autre angle. C'est la question de la souffrance au travail et à l'intérieur de cette souffrance au travail, la question du harcèlement moral. Voilà. Alors, voilà, je t'explique comment on va procéder. Développer, ça consiste à développer. Jusque-là, ça va. Je suis. Et c'est toi qui vas faire le taf du développement, puisque moi je vais partir en fait de ce que tu as écrit. On a sous les yeux des articles de recherche qui sont les tiens. Moi je les ai aussi ici, je les ai lus scrupuleusement. J'ai lu aussi d'autres choses comme les travaux de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral, qui sont en référence plus du côté psychologique. Je vais te donner soit des mots-clés, soit des phrases, et puis on va essayer de travailler à partir de là. Il y aura 4 Bristol ici, tac, et à toi de nous dire à quoi ça renvoie et nous expliquer en quoi c'est important dans ta recherche et dans les développements sur la question donc du harcèlement moral. Je commence, t'es prête? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors là, tous les mots doivent être soigneusement pesés. Tu vas peut-être nous expliquer pourquoi ça doit être pesé, justement. Aucun salarié... C'est pas le Larousse. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale. Je pense que tu peux terminer à ma place. Ou de compromettre son avenir professionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'où ça sort? Alors, ça sort du Code du travail. Donc ça, c'est la définition, si on peut dire, parce que ce n'est pas une définition réelle, c'est plus une observation. Aucun salarié ne doit subir, mais on n'a pas de définition, en fait. C'est même très curieux, d'ailleurs, parce que dans les codes, les dispositions ne sont pas rédigées comme ça d'habitude.
Et là, on nous dit, le harcèlement, c'est le fait de harceler en quelque sorte. Ouais. Aucun salarié ne doit subir d'actes répétés de harcèlement. Mais on ne nous dit pas ce que c'est qu'un acte de harcèlement. Et dans la pratique, c'est vrai qu'il y a une diversité de situations qui fait qu'on a beaucoup de mal à identifier, donc à prévenir et puis à prendre en charge également les situations de harcèlement. Or, il y a un enjeu humain qui est majeur. Bien évidemment, il y a de la souffrance, donc il faut aider l'humain qui subit cette situation. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on a bien entendu dans la définition que tu as donnée, c'est que ces actes de harcèlement peuvent avoir pour objet, donc on a un critère de volonté, donc on fait des actes pour harceler ou pour faire souffrir, mais aussi peuvent avoir pour effet. Donc ça veut dire qu'on peut faire du harcèlement sans s'en rendre compte. Et là, ça devient compliqué, parce que finalement, une personne qui a un management un peu brutal, un peu autoritaire, ou qui même utilise des méthodes un peu inadaptées ou inappropriées, dit la jurisprudence, peut être un manager qui harcèle ses subordonnés, et réciproquement aussi d'ailleurs. Un manager bienveillant peut harceler et ça peut avoir pour effet une souffrance qui est générée, qu'il n'a pas voulu causer. Tout à donc fait. le critère de l'intentionnalité est extérieur à la question du harcèlement. Oui, d'ailleurs, alors en matière pénale, c'est un petit peu différent, mais d'ailleurs, la jurisprudence l'a clairement exprimé. Il n'y a pas de volonté de harceler, sinon on n'irait pas du tout, on n'atteindrait pas l'objectif qui est celui de protéger. Et là, la disposition, elle est volontairement ouverte parce que, bien évidemment, l'objectif initial, c'était de protéger le salarié qui est en situation de subordination. Donc, quand on est salarié, aller dénoncer les agissements de son employeur, c'est jamais évident. Donc, pour pouvoir protéger ces salariés-là, on a ouvert la définition du harcèlement moral. On a également mis aussi en faveur du salarié un mécanisme de preuve tout à fait approprié, on va dire, en tous les cas adapté. Mais la situation reste telle qu'on n'a toujours pas la définition des actes, et donc c'est au juge qui finalement, il reviendra de définir ce qu'est un acte de harcèlement. Alors c'est assez intéressant parce que, bon, déjà, tu parles, on l'a dit, le harcèlement moral est défini comme des situations de harcèlement moral. Comme prof, c'est catastrophique quand un étudiant nous propose une définition et il répète le terme qui doit être défini. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est la qualification juridique. Après, le juge s'empare de dossiers, de sujets. Et là, on produit ce que tu as appelé la jurisprudence. Oui. C'est-à-dire que débrouille-toi de ce texte et maintenant, fais-en quelque chose. Qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui rentre pas dedans? Oui. Et tu as dit, le régime est assez favorable pour le salarié qui se sent harcelé, parce que le régime de la preuve est le suivant. On est d'accord que ce n'est pas au salarié de faire la démonstration de la situation de harcèlement. En fait, le salarié doit rapporter des éléments qui laissent penser à l'existence d'un harcèlement moral, mais il n'a pas à en établir la preuve. Et en fait, c'est une preuve a contrario qui doit être établie, ce qu'on appelle la preuve négative, qui doit être établie par l'employeur, ou en tous les cas par la personne qui est dénoncée comme harceleur. Donc, elle doit justifier de ses actes objectivement en disant non, ce n'est pas du harcèlement. Aller rapporter la preuve d'un fait négatif, c'est pas évident. Donc c'est vrai que ça, à la fois, ça protège pas forcément très très bien le salarié. Alors, dans la volonté, oui, la volonté était là. La discussion avec les avocats montre que quand ils sont saisis d'une situation que le salarié dénonce comme étant une situation de harcèlement, ils sont jamais très à l'aise parce que justement, il y a cette idée de définition et de faire accepter par les autres que ça peut être une situation de harcèlement. Et en même temps, quand ils défendent une personne qui est accusée de harcèlement, ils ont le discours tout à fait inverse en disant mais c'est très favorable à la victime et donc nous, on a du mal à établir la preuve que c'en était pas un. Donc on voit que finalement, il y a je vais pas dire une insatisfaction parce qu'on a au moins cette définition du harcèlement qui protège le salarié qui est là, qui existe et qui permet de nommer une situation qui est très difficile à identifier. Mais c'est vrai que dans les faits, ce n'est pas forcément facile à gérer parce que justement, il y a une très, très grande diversité de situations, d'actes. Ça peut être des actes positifs, ça peut être des actes négatifs. Mais il y a aussi une importance particulière du ressenti de la personne qui vit la situation comme un harcèlement, alors même que ça peut ne pas en être un aux yeux des juges. Je te cite, j'aime beaucoup cette phrase, « Le rapport du salarié au travail n'est pas neutre. Il se construit sur les registres de la sensibilité. » Oui. On y est. On y est, exactement. Un salarié qui va être très, je ne vais pas dire émotif, mais qui va prendre plus sur lui, on va dire, sa situation de travail, ressentira beaucoup plus rapidement une situation comme étant un harcèlement qu'un salarié plus détaché, par exemple. Ouais. Et je trouve que c'est à la fois
très difficile pour lui à vivre et très difficile dans la gestion que ça implique, parce que ça veut dire aussi qu'on va rentrer dans le harcèlement par la personne et qu'on va presque aussi reprocher à cette personne de vivre la situation comme ça. Et en pratique, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de managers qui réagissent en disant « mais cette personne est fragile ». Et ce mot de fragilité, je le trouve atroce pour les personnes, parce que c'est pas que la personne est fragile, c'est juste que la situation de travail est pour elle invivable. Donc non seulement elle est dans une situation délicate, mais en plus on lui dit c'est de ta faute, tu n'as qu'à être plus fort. Donc à mon avis, c'est un premier enseignement aussi de ces situations. On parle de fragilité, de vulnérabilité dans la société. Je ne vois pas en quoi ces qualificatifs seraient discriminants ou indiqueraient quelque chose qu'il faudrait corriger. C'est une ouverture, c'est une sensibilité, c'est une capacité d'empathie. Enfin, on a un problème aussi au niveau sémantique, je trouve. Il y a, tu l'as dit, les gens réagissent de façon différente. Ouais. Dans la précédente vidéo qu'on avait fait ensemble, tu décrivais 3 situations, c'était amusant, enfin 3 réactions. La situation des congés, zone qui semble assez neutre. Je veux des congés, est-ce que mon patron, mon manager, mon N+1 me les valide ou pas? Le premier, en disant une situation où il refuse les congés tels que le salarié les veut. Première situation, mon patron m'emmerde, mais c'est comme ça. Ouais. Deuxième situation... il m'emmerde, mais je comprends que c'est pour le bien de l'entreprise et qu'il y a des nécessités de service. Et troisième, je le vis personnellement, il me refuse ses congés parce que c'est moi et qu'il a envie de m'embêter, de me nuire et de m'affecter moralement. Donc on a 3 réactions qui vont être différentes selon les salariés face à la même décision. Exactement. Et dans le dernier exemple, l'exemple tel que tu l'as formulé est assez intéressant parce qu'il y a une interprétation en plus, il y a une perception qui est première. Il me les refuse, pourquoi moi? Pourquoi il agit comme ça avec moi, etc. Donc il y a une première réception. Et après, tu as ajouté parce qu'il a envie de m'embêter. Donc là, il y a une surinterprétation. Ouais. Et donc, du coup, autant on peut être dans du harcèlement si c'est objectivement quelque chose de néfaste ou en vue de nuire, par exemple. Ouais. Mais si ça vient de l'interprétation du salarié, c'est beaucoup plus difficile à caractériser comme un acte de harcèlement. Oui, et puis là, il y a une co-construction de la situation presque. C'est terrible, mais c'est ça. Et c'est ça qui fait la difficulté, parce qu'en fait, c'est tout un tas de petits actes. D'ailleurs, le texte que tu as cité au début le dit, ce sont des actes répétés, donc il faut plusieurs actes qui peuvent être de nature différente. Et pour certains salariés, on en revient aux exemples que tu donnais, pour certains salariés, les actes ont très bien passé, parce que finalement, le salarié a une capacité d'acceptation qui est relativement large. Et pour d'autres, ça ne va pas passer du tout, on ne sait pas pourquoi, mais parce que la sensibilité du salarié sera plus forte, qu'il va réagir différemment, parce qu'il aura une histoire personnelle, peut-être qu'il aura rapporté au travail, qui va faire que ça va être plus difficile à accepter pour lui. Donc on a vraiment un événement ou une situation qui est plurifactorielle, qui est multidimensionnelle et qui impose de prendre en considération tout un contexte en réalité. Alors, autant le contexte du salarié finalement est complexe, autant le complexe la situation du manager, oui, c'est peut-être révélateur, la situation du manager est tout aussi complexe parce que lui aussi un environnement. Exactement, il a un environnement familial aussi, parce que c'est pas parce qu'il est manager qu'il n'est pas humain, qu'il n'est pas, je sais pas moi, divorcé, des enfants, voilà. Enfin bon, bref, il a une vie à côté de son travail qui peut aussi affecter sa manière de faire dans l'entreprise et ça peut descendre en cascade vers une situation de harcèlement. Mais il a en plus, en fait, le rôle de rouage dans l'entreprise et il doit passer la stratégie de l'entreprise. Donc pour lui, finalement, passer la stratégie de l'entreprise, c'est aussi parfois véhiculer cette stratégie, ce qu'on a vu dans le procès France Télécom, véhiculer cette stratégie, même si elle peut générer des situations de harcèlement. On reviendra sur le procès de France Télécom et ça appliquera vraiment concrètement ce que tu es en train de dire, parce que je pense qu'on peut se dire, oui, mais je ne comprends pas très bien cet effet du discours, en quoi ça va engendrer de la souffrance? C'est du discours managérial, il y a des stratégies d'entreprise. Quel rapport avec une situation qui est une souffrance individuelle très concrète? Tu le dis, plurifactoriel. C'est-à-dire que même pour vous, les chercheurs, c'est très compliqué, parce que si tu es psychologue, tu ne travailles pas la question de la même façon qu'un sociologue, qu'un juriste, parce qu'il y a des déterminations psychologiques, économiques, managériales et juridiques, évidemment, quoi. Donc, il faut travailler avec ces différents tissus, cet environnement, pour essayer d'arriver à déterminer si on est dans une situation de harcèlement ou pas. En plus, avec tous les enjeux de définition. Il y a, tel qu'on la vit, nous, la situation de harcèlement, parce qu'on en entend parler, ça nous est rapporté, on se dit, voilà, quelqu'un qui est fragile ou vulnérable est dans une situation de harcèlement de la part de son N+1 qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques.
Carole, Nicole, je fais attention donc j'emploie parce qu'il faut faire attention de ne pas reproduire des gens qu'on connaît. On sait jamais. Je plaisante évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a toujours dans notre perception un auteur et une victime. Et ça, c'est faux. Alors, c'est pas faux, c'est une modélisation du harcèlement, c'est celle qui est la plus facile à appréhender parce que quand on a commencé à prendre en considération, ou surtout à se rendre compte, quand on a commencé à se rendre compte de l'ampleur du phénomène, notamment par les travaux de Marie-France Irigoyen, en fait, on est rentré par le psychologique. Donc, le psychologique, c'est l'individu qui va porter sa souffrance devant un praticien, le praticien qui va analyser la relation, la relation de cette souffrance avec la situation de travail. Et donc, on va rentrer par la personne, en quelque sorte. Ouais. Et cette personne, elle va donner à voir l'invisible. Une situation, c'est un ensemble de faits. Et dans une situation qu'on va vivre différemment, même en se trouvant l'un à côté de l'autre, tu ne vas pas forcément percevoir les mêmes choses que moi en ce moment parce que tu as une histoire différente, une sensibilité différente, etc. Et donc, en disant, mais c'est la personne qui révèle le harcèlement, on a une porte d'entrée sur cette situation et on n'a pas besoin de trouver d'autres déterminants. Et dans la littérature, on s'aperçoit que c'est souvent par la personne, d'ailleurs qu'elle soit victime ou auteur, que la littérature essaye de définir le harcèlement. Donc, on a des articles, par exemple, qui se sont interrogés sur le genre. Est-ce que les femmes sont plus victimes de harcèlement que les hommes ? Est-ce que les auteurs sont plus souvent des hommes que des femmes ? Je ne veux pas genrer la chose, mais enfin, c'est comme ça que c'est abordé. Et au final, les articles révèlent qu'il n'y a pas de genre dans le harcèlement. Je peux te harceler, il n'y a pas de problème. Une femme peut harceler un homme. Un supérieur, quelqu'un qui est subordonné, mais dans le sens inverse aussi. Exactement, ça peut être descendant-ascendant, ça peut être horizontal. Donc, on n'a pas de modèle idéal. Donc, passer par la personne, ça donne un ancrage au harcèlement, surtout scientifique d'ailleurs, pas vraiment réel, mais ça donne une révélation parce que la personne est capable d'exprimer sa situation ou sa souffrance, pas forcément par le discours, ça peut être par des arrêts maladie répétés, ça peut être la somatisation. Exactement, ça peut être un désengagement, ça peut être tout un tas de choses qui montrent que la personne souffre, mais qu'elle n'a pas encore exprimé par des mots cette souffrance et qu'elle les a pas forcément portées devant un responsable. Alors je dis responsable. C'est donné à voir l'invisible, mais c'est l'invisible qui se traduit aussi dans le corps, quoi. Des engagements, arrêt maladie, burn-out, enfin tout ça est une traduction par le corps de quelque chose sur lequel on n'a pas mis de mots. Mais c'est ça, c'est que en fait tous ces concepts harcèlement, souffrance, burn-out sont tout à la fois très liés, c'est-à-dire que tu peux avoir un harcèlement qui génère un burn-out et puis tu peux avoir un certain nombre de souffrances physiques avec ou sans lien avec le harcèlement. Donc tout ça est très proche sans être contingent et ne se recouvrant pas. Donc ce sont vraiment des notions qui vont vers une sorte de cœur. Et ce cœur-là, c'est la souffrance du salarié. Et elle peut trouver sa source dans du harcèlement, comme finalement, elle peut aussi générer du harcèlement. Parce que si je reprends la situation d'un manager en souffrance, en général, il est beaucoup moins à l'aise dans son management. Quand il va passer les informations à ses subordonnés, ça peut être aussi plus maladroitement, donc vécu comme des situations, je ne vais pas dire d'agression, mais presque finalement, et donc générer des situations de harcèlement. Donc, il n'y a même pas de lien vraiment contingent de cause à effet. Dans ce que tu dis, il y a aussi un truc très intéressant par rapport à la recherche et par rapport à l'esprit scientifique, de se dire, voilà, il y a une situation avec un auteur et une victime, c'est commode aussi intellectuellement. Ça a fait faire des progrès aussi, parce que du coup, ça donne à voir l'invisible et formuler ce qui se passe véritablement, mais ça rate aussi un certain nombre de situations. Et j'étais très étonné en réécoutant ce qu'on avait dit ou ce que j'ai lu là, c'est de se dire, finalement, une situation de harcèlement, ça peut être un manager 1 qui va harceler une personne, puis ou qui va créer une situation inconfortable pour cette personne, et il y a un manager 2 qui va arriver par-dessus ça, et qui, sur la même personne, va produire une situation. Donc, c'est pas une personne auteur, une personne victime. Exactement. Ça peut même être que l'organisation. Tu peux avoir un salarié, par exemple, qui est, je sais pas, sous la responsabilité d'un manager. Le manager va se comporter d'une certaine façon avec lui sans que véritablement son comportement puisse cristalliser un harcèlement moral. Mais en même temps, l'organisation va se modifier. Donc, pour le salarié, ça va se traduire par d'autres actes qui ne peuvent pas non plus indépendamment être caractérisés comme du harcèlement moral. Et puis, il peut y avoir aussi, je sais pas, un changement de collègue et ça va faire une troisième voie qui va être mal vécue
vécu par le salarié. Et tout ça, si tu rentres par la personne, en fait, pouvait donner à voir une situation de souffrance par le salarié, mais pouvait difficilement être prise en charge parce qu'on ne savait pas à qui l'imputer. Ouais. Et comme on envisageait le harcèlement dans une relation interpersonnelle, finalement, on était gêné par rapport à ces situations-là, qu'on peut sanctionner par d'autres biais, mais qui finalement ne nommaient pas vraiment la souffrance du salarié et donc généraient une sorte d'insatisfaction aussi, parce que se faire reconnaître comme victime d'une situation, c'est aussi une partie du rôle du droit, hein. La victimologie, c'est son rôle aussi, c'est reconnaître la situation de la victime, la qualifier de victime pour dire on reconnaît que la société à votre égard a failli en quelque sorte. Alors, il y a ce que tu dis là aussi, ça, on revient à la question de la jurisprudence. Le juge voit sa position évoluer avec le temps, Oui. en fonction des situations qui sont présentées devant lui. Il y a une jurisprudence, donc c'est une décision qui va faire autorité, si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc on va voir le code, on va avoir le texte de loi et on va voir les jurisprudences essentielles là-dessus. Ouais. Et donc voilà, au fur et à mesure, il se dit, les outils qu'on a, il va falloir les bricoler un peu pour faire rentrer une situation qu'on n'avait pas prévue dans le cadre. Et donc on va augmenter la qualification en fait, de la situation de harcèlement. Et justement, on a vécu ces 10 dernières années, Bristol numéro 3, une situation exceptionnelle. Du point de vue juridique, pour un chercheur, c'est passionnant parce que ça fait véritablement évoluer la notion de harcèlement moral. C'est le procès France Télécom. Et est-ce que c'est un procès historique ? Alors, c'est un procès qui s'inscrit dans une évolution. En fait, on a commencé par dire que la définition était un peu instable et difficile à manier, mais au final, elle a aussi permis de faire évoluer beaucoup la jurisprudence. Le procès France Télécom, à la fois, il est révélateur d'une évolution ou peut-être d'une situation préexistante qu'on n'avait pas identifiée, et s'inscrit dans la jurisprudence antérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on part de loin quand même pour le harcèlement. Et en 2009, la Cour de cassation avait déjà jugé que des méthodes de gestion pouvaient constituer un harcèlement moral dans la relation de travail, puisque c'est ça qu'il s'agit, à la condition toutefois qu'elle se caractérise pour un salarié déterminé par les différents éléments de la qualification donnée par le Code du travail. Donc on avait quand même cet ancrage dans la personne, même si on disait les méthodes de gestion, et donc là on se détachait un petit peu de la personne de l'auteur. Mais malgré tout, ça nous posait un problème pour l'affaire France Télécom. Alors, il faut apporter juste une précision procédurale, c'est que la jurisprudence de 2009 dont je parle, elle était en matière sociale, donc en matière civile. France Télécom, c'est le tribunal correctionnel, donc c'est en matière pénale. Donc procéduralement, il y a quand même des petites différences. Donc je vais faire très simple pour simplement dire que ce qui s'est passé dans l'affaire France Télécom, c'est qu'on avait affaire à une stratégie qui est partie de la direction générale et qui est redescendue vers les salariés. Et cette stratégie-là, on ne pouvait pas l'imputer sur une seule personne. Alors oui, on pourrait dire c'est le directeur général, sauf que ce n'est pas le directeur général qui a réaffecté la personne sur un nouveau poste. C'est son manager. Et le manager, on ne peut pas véritablement dire que ce soit lui le responsable, puisqu'il n'a fait que mettre en œuvre ce qu'on lui a dit de faire. Et donc, on avait une difficulté à la fois à appréhender les auteurs, mais aussi les victimes. Parce qu'on avait une pluralité de victimes avec une gravité certaine et indiscutable des conséquences pour ces victimes, puisqu'on a quand même, je crois, 39 situations qui ont été retenues et on a 19 suicides qui ont été pris en compte, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, ça veut dire que dans ces situations-là, il fallait faire évoluer la conception du harcèlement pour que, je ne vais pas dire ça rentre dans les cases, mais en tous les cas, pour qu'on puisse vraiment prendre en considération une telle situation. Et là où c'est véritablement important, c'est qu'on n'a plus de notion de personne dans la sanction. Alors oui, bien sûr, on a les dirigeants qui sont condamnés, ça c'est certain, mais en même temps, on a une stratégie globale qui a été clairement identifiée par la juridiction de première instance, donc le tribunal correctionnel, puisque l'appel est en cours et donc on attend la décision au début du mois de juillet, je pense, ou peut-être la fin des réquisitions, je ne me rappelle plus exactement. On l'aura au moment où ça sera diffusé. Voilà, on l'aura, exactement. Et donc, en fait, ce qui ressort clairement, c'est que c'est un mécanisme d'ensemble qui répondait à une légitimité abstraite, puisqu'il s'agissait de sauver l'entreprise, disait Didier Lombard, d'améliorer la performance, de redéployer les forces pour répondre à des exigences entrepreneuriales. Donc, tout ça, oui, certes, mais pour les salariés, en réalité, ça s'est traduit par des situations humaines effroyables, puisqu'elles ont conduit à la mort. Même certains se sont suicidés sur leur lieu de travail. C'est pas anodin. Et donc, il y a bien un lien qui a été établi entre les deux.
Et c'est cette situation-là qui, si on avait conservé les définitions dégagées auparavant par la littérature, eh bien, n'aurait pas permis de sanctionner. Alors que là, la jurisprudence a permis de sanctionner parce qu'elle a évolué avec la situation. Et elle a permis de viser ce qui est un harcèlement managérial. Alors, c'est plus subtil que ça, parce que le viser, pas tout à fait, puisqu'on est en matière pénale, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on a des dispositions qui sont d'interprétation stricte, et le code pénal, alors il est très très similaire dans sa rédaction au code du travail, mais il y a un article à part, étant d'interprétation stricte et visant le harcèlement moral. Donc, on ne peut pas créer une infraction de harcèlement managérial, c'est forcément du harcèlement moral. En revanche, dans les explications qui sont données par les différentes parties, et c'est là que vraiment le discours prend tout son sens, on voit que ce harcèlement moral, il est très particulier parce qu'il est caractérisé à la fois par le ministère public et puis par les victimes comme étant un harcèlement moral managérial. Et le procureur de la République, en première instance comme en appel, où le ministère public est intervenu déjà, donc on a les réquisitions, eh bien ils insistent vraiment sur le fait que c'est une stratégie globale, que c'est organisé, que c'est assumé, et donc c'est vraiment au niveau collectif que le harcèlement moral est pris en charge. Et toi, comme chercheuse, avec ta co-autrice, vous avez travaillé pour le discerner justement ce harcèlement moral managérial sur les discours. Oui. C'est là que vous avez vu les éléments. Exactement. En fait, ce qui nous a frappé en premier lieu, c'est la brutalité des discours qui sont sortis dans la presse. On les connaît, la mode des suicides, quand on secoue un arbre, c'est les fruits pourris qui tombent. Ça, c'est les propos qui sont soit ceux du PDG de l'époque, soit du DRH. Exactement. Enfin, voilà. Donc de la direction générale de France Télécom à l'époque. Et on a identifié, en réalité déjà que on ne pouvait pas imputer le harcèlement moral à une seule personne, puisqu'ils sont plusieurs à parler et que les discours se sont succédés par différentes personnes. Et surtout, on a identifié que le discours avait évolué avec le temps. Et donc, on a déjà pris le discours comme point d'entrée dans notre recherche. Donc, ça a été vraiment le point de départ, ce constat de la brutalité des termes. Et on a essayé de prendre un point de départ chronologique assez clair, qui était le lancement du plan Next à France Télécom, qui considérait que les salariés étaient interchangeables et polyvalents. Donc, on pouvait les mettre un petit peu sur n'importe quelle fonction. Et donc, on a pris ce point de départ, le discours de Didier Lombard, et on est allé jusqu'aux discours qui se sont tenus pendant les audiences du procès, pendant le procès en première instance. Et on a identifié 3 phases. Donc, dans la première phase, c'est le discours, le lancement, l'objectif managérial posé, la relation d'autorité. Et là, au final, on se dit, au moment où le discours était tenu, effectivement, le manager est dans son rôle, il fixe l'action collective, il détermine ce qu'il y a à faire, comment il faut le faire. Donc là, on est dans un rôle managérial normal, en quelque sorte. Voilà, classique. Sauf que ce qu'on commence quand même à déceler en germe, c'est une relation à l'autorité et à l'exercice du pouvoir qui est, on va dire, extrême. C'est-à-dire que quand on analyse les termes, on voit que c'est du descendant, nous décidons, il faudra faire comme ça, donc c'est vraiment du prescriptif. Et là, on se dit que finalement, le discours du manager crée une distance certaine avec les salariés qui ne sont pas véritablement impliqués dans la stratégie à mettre en place. Alors après, il y a certaines entreprises qui fonctionnent très bien comme ça. Je ne dis pas qu'à chaque fois, les situations sont des situations de harcèlement moral, mais on commence à voir quand même qu'il y a un exercice du pouvoir qui est vraiment très strict. Or, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que le harcèlement moral est très souvent lié à un exercice dévoyé du pouvoir dans l'entreprise. Donc, c'est la façon dont je vais exercer mes prérogatives par rapport à mes subordonnés qui, souvent, génère une situation de harcèlement moral. Donc là, on le voit, mais on le voit en germe. La deuxième étape qu'on a identifiée, c'est à partir du moment où les situations invivables, en fait, ont été révélées dans les médias, le discours a évolué. On était dans du prescriptif, certes, mais plus dans l'acceptation sociale. Il fallait faire accepter la situation. Faire comprendre qu'on n'avait pas le choix, que de toute façon, si c'est ça, l'entreprise meurt. Donc, il faut se comporter comme ça, il faut accepter la situation ou partir. Donc là, le discours, il devient menaçant. Alors, pas menaçant physiquement, mais on fait peser sur le salarié un risque vital pour l'entreprise qu'il met dans un mode de survie, en quelque sorte. Oui, pas du tout dans une recherche de sens, en fait, dans le travail, pas du tout. Exactement, c'est plus la reconnaissance de mon travail, c'est plus ma participation à l'entreprise, c'est soit je fais ce qu'on me dit, soit mon entreprise meurt, donc je fais ce qu'on me dit.
où je pars. Et l'objectif final, c'était quand même d'obtenir des départs. Il y avait 22 000 départs qui étaient envisagés. Exactement, il fallait en obtenir 22 000. Et les propos qui ont été rapportés du RH de l'époque, c'était il faut faire, non, c'était même le dirigeant d'ailleurs, il faut faire vite, 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 c'est toujours se demander comment on peut faire plus vite. Donc on voit que vraiment l'objectif entrepreneurial ne fait pas cas du salarié. C'est-à-dire que vraiment, il est même pas pris en considération en réalité. Et le RH, lui, avait ajouté il faut une RH au combat, il faut que chacun soit à son poste. Donc on avait vraiment un discours qui était presque guerrier finalement. Pour un RH, c'est étonnant en plus. C'est un dévoiement de la fonction presque. Oui, c'était pas du tout ce qu'on attendait d'un RH, mais là, il y a eu une sorte d'emballement du discours en fait. Rétrospectivement, c'est ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'ils étaient vraiment tous dans leur logique entrepreneuriale et en gros, il n'y avait pas grand-chose d'autre pris en compte. Et d'ailleurs, quand on regarde, même pendant l'appel, donc avec une première condamnation, le même discours est toujours tenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension par rapport à la condamnation, mais j'ai fait ça parce que c'était justifié. Et ça, c'est la troisième étape. Devant la juridiction, donc de première instance, on ne pouvait plus avoir le discours d'autorité prescriptif parce que devant la juridiction, il n'a plus d'autorité. Donc, il doit expliquer les raisons pour lesquelles il s'est comporté comme ça et puis apporter sa justification. Donc là, on a un discours qui devient légitimant. Et il n'y a pas de regret en réalité, parce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce qu'on voit dans les discours qui sont rapportés, c'est « oui, mais si je n'avais pas fait ça, l'entreprise aurait disparu. Si je n'avais pas fait ça, il y aurait eu des chômeurs en plus. » Donc, on est toujours dans cette idée de l'économie, en fait, qui s'emballe et qui oublie que les acteurs de l'économie, en fait, c'est aussi des humains et que les humains ne sont pas uniquement une ressource, mais réagissent aussi à la façon dont ils sont, entre guillemets, employés dans l'organisation. C'est le Bristol Cat. J'avais mis une phrase. Alors ça, c'est une surprise parce que c'est pas ce que j'avais prévu, mais tu vas voir, on vient d'en parler. L'objectif de notre recherche, donc c'est toi qui parles avec ta co-autrice, l'objectif de notre recherche était de repérer les processus d'institutionnalisation et par conséquent, de normalisation du harcèlement managérial dans le discours managérial. Et c'est exactement ce que tu dis. Tu vas me détromper si je dis une bêtise. C'est le marché. Ça répond à des normes qui ne sont pas les vôtres. Et celle du tribunal, en l'occurrence, c'est celle de la société. C'est ça. Et tout le travail du juge, c'est de dire, mais en fait, vous invoquez le marché, mais il y a des normes. Et on va vous montrer qu'elles doivent s'appliquer aussi à vous. C'est ça. En fait, le harcèlement moral, il peut être très facilement identifié. Quand tu parles de normes, si je te frappe à plusieurs reprises, que je t'insulte, c'est transgressif. Donc, je révèle le harcèlement moral par mes actes et il est constaté par le juge parce qu'en plus, je commets des infractions pénales. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Là où il y a de la difficulté, c'est quand ce n'est pas transgressif. Et dans le cas du procès France Télécom, on n'avait pas de transgression. Il était dans son rôle, certes. Il l'a poussé jusqu'au bout, peut-être un peu à outrance, mais il n'y avait pas de transgression. Donc, ça s'est révélé uniquement par les suicides, en quelque sorte. Alors, on avait des mal-être avant, et quand on lit les comptes rendus d'audience, la médecine du travail avait quand même alerté, les syndicats, les représentants du personnel avaient alerté, mais ça n'a pas été pris en compte parce que ça ne rentrait pas dans la logique. La logique, c'était qu'il fallait se mettre en ordre de marche, aller au combat. Ouais. Et donc, dans un environnement qui était effectivement économiquement assez difficile, puisqu'on faisait la bascule au numérique, donc c'était difficile. Mais pour les salariés, c'était pas à eux d'absorber cette difficulté, en quelque sorte. Et là, comme la stratégie est redescendue vers les salariés, et ce sont eux qui ont complètement absorbé les conséquences de la difficulté du marché, de la compétition qui se mettait en place. Et c'est à eux qu'on a demandé de s'adapter. Alors, en tant qu'humains, alors même qu'on les considérait en tant que salariés. Et ça, c'est difficile. Et c'est quelque chose qu'on a très souvent observé aussi dans les différentes recherches, que ce soit avec Alan Madanamutu ou avec Sébastien Point, c'est qu'il y a souvent un décalage dans les situations de harcèlement moral, entre ce que peut penser celui qui est considéré comme harceleur, qui est dans sa logique économique, et la victime, qui, elle, est dans une logique souvent plus humaine. Et ce décalage-là, il favorise vraiment le creusement d'une situation de harcèlement moral. Et si on ne résorbe pas ce décalage relativement rapidement, ça peut conduire à des situations qui sont dramatiques, comme ça a été le cas à France Télécom. On est vraiment dans une situation globale de crise de l'empathie, crise du lien humain qui se manifeste de plein de façons et dont le harcèlement moral. Oui. Gaëlle, la prochaine slide Bristol est vierge. Je te la donne. Écris-nous quelque chose là-dessus qui te vient suite à notre échange. Pendant ce temps,
Moi, je vais remercier toute l'équipe qui est derrière. Je pense qu'on a dépassé le temps. Est-ce qu'on vous voit vraiment? Mettez-vous debout. Debout, 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 debout. Ici, vous avez Samy qui s'est occupé du studio, qui a mis en place les néons et donc cette belle lumière que vous voyez. Bravo, Samy. Vous avez Hara qui est au centre parce que c'est la chef de projet. Donc, elle gère le projet, elle gère les gens, voilà, humainement. Gaël, moi et l'équipe aussi à côté. Vous avez Christian qui est un peu caché, on voit sa chemise verte, qui est le réalisateur aujourd'hui de Développer et qui a effectivement mis en place aussi avec l'équipe tout le dispositif qui est complètement nouveau, on ne l'avait jamais créé, il est là pour vous. Il y a Philippe qui est absent, mais quelque part derrière en train de prendre du bon temps à Séville. Et vous avez Lace qui doit être dans le studio en face dans le dur, qui s'occupe de gérer tout le studio et tous ces acteurs que vous voyez derrière. Alors, pas Hara, parce qu'elle, enfin bon, voilà, après on s'en fout, c'est des organisations, c'est compliqué, mais elle investit. Il y a David qui est passé nous voir aussi, qui est le directeur de la transformation digitale. Je ne ferai pas à chaque fois peut-être les remerciements globaux, mais c'est la première, donc on est content de le faire. Ouais, bah voilà. Il y a des humains qui ont applaudi et c'est le mot de la fin pour Gaël. Alors, Gaël, je te remercie. Merci à toi, Olivier. C'était super de faire la première avec toi. On a appris plein de choses. Je retiens les 3 points du discours. Je trouve ça très intéressant de terminer sur ça. Comment le discours évolue en fonction du moment. Et donc, au moment où ça cristallise aussi. Donc, je te propose de retenir ces idées, peut-être pour une prochaine participation. Avec plaisir, quand tu veux. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.